triches. Un podcast de l'Université de Lausanne. Frédéric Schütz. Frédéric Schütz, faculté de biologie et médecine, responsable de la plateforme d'analyse biostatistique, maître d'enseignement et de recherche, statisticien. Quel est le rôle du statisticien ? Un statisticien, c'est quelqu'un qui collecte des données et qui les analyse pour extraire l'information qu'il y a dedans. Le statisticien doit vraiment collaborer avec les chercheurs, ou l'inverse, c'est-à-dire que les chercheurs ont une idée, ils ont quelque chose qu'ils veulent tester. En général, ils vont commencer par aller voir le statisticien en disant « Comment est-ce qu'on pourrait faire une expérience sur ce sujet ?» Donc eux ont déjà une idée, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, mais c'est le statisticien qui pourra leur aider à éviter les pièges, à s'assurer que leurs données sont exploitables, utiles, et qu'elles donneront les meilleurs résultats possibles. Tu triches. Il n'y a quasiment pas de tricheurs chez les chercheurs qui mènent des études biomédicales. Mais à qui profite le crime ? Toujours aux mêmes et toujours pour les mêmes raisons ? Il y a un grand nombre de fraudes qui sont connues, qui ont été découvertes, certaines à petite échelle, certaines à grande échelle. Ça a été même à des cas où il y a des industries pharmaceutiques qui ont créé leur faux journal, leur propre journal, où ils faisaient publier leurs propres études pour qu'elles soient publiées plus facilement, malgré que la qualité ne soit pas au rendez-vous. Il y a eu des exemples de chercheurs qui ont réussi à créer des fausses identités où ils ont vérifié leurs propres études au moment de la publication. Et puis il y a les fraudes classiques dans un laboratoire où on échange des données, on modifie des données. C'est quelque chose qui est connu, il y a beaucoup de littérature, ça sort dans les médias de temps en temps quand c'est quelque chose d'assez gros. Je pense qu'il faut être clair à ce sujet. Ça reste quelque chose de vraiment marginal. Il y a des soucis dans la science, mais la fraude, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter parce qu'on ne peut pas tout contrôler, mais qui est très rare parce que justement les chercheurs ont une certaine motivation et c'est rare que leur motivation prenne le pas sur la qualité scientifique. Évidemment, comme toutes les statistiques sur des opérations criminelles, on voit que ce qu'on a découvert. Donc peut-être que, même sûrement, il y a certains cas qu'on n'a pas découverts, mais la partie fraude est quand même assez rare. La fraude, ou ce qui va être plus important de discuter, c'est aussi la mauvaise science qui est faite de façon inconsciente. Mais la fraude dépend des motivations des gens. Alors, il y aura de la fraude qui sera pour des raisons monétaires, de profit. C'est ce qui se passe dans certaines entreprises, justement, qui ont caché certaines études négatives pour s'assurer que le médicament dans lequel ils avaient déjà mis 1 milliard de francs ou d'euros pour le développement ne sera pas mis à la poubelle. Donc évidemment, il y a certains cas, c'est monétaire. Mais dans le domaine académique, le profit direct n'est pas forcément la raison. Imaginez, ce qui peut se passer, c'est que vous êtes devant une étude qui va faire la différence pour votre carrière. Soit vous avez un super résultat et vous aurez une belle carrière, soit vous avez passé 5 ans pour quelque chose qui ne marche pas. La tentation, elle peut être forte de dire oui, mais je suis convaincu que les résultats sont corrects, mais j'ai pas eu les bons. Je vais juste les corriger un peu et puis j'aurai des nouveaux résultats la semaine d'après. Donc certaines fois, c'est pour avoir un article, pour ne pas perdre la face, pour avoir un job. De nouveau, les motivations sont très vastes, mais de nouveau, ça touche assez peu de monde. Triche. C'est clair que dans le domaine de la science, il y a une grande pression. Cette pression, elle est due à plusieurs choses. D'abord, il y a un système très pyramidal. Vous pouvez avoir 100 étudiants dans une volée de biologistes. En moyenne, il y en a 1 ou 2 qui auront une place de professeur plus tard. Donc, un certain nombre feront un doctorat, donc pas tous. Un certain nombre feront un post-doctorat. Un certain nombre auront une place de prof à durée limitée. Puis un nombre encore plus faible aura une place de prof sur le long terme. Donc, qui dit pression, qui dit compétition, dit motivation à publier beaucoup. Alors ça, c'est le deuxième problème qui est lié à ça, c'est que l'évaluation des chercheurs se base sur leur publication. Et la publication, c'est un peu ironique parce qu'on pourrait se dire que ce que doivent donner les chercheurs, c'est de la bonne science et qu'ils doivent être jugés là-dessus. Mais au final, ils seront jugés sur, pas le produit direct, la science, mais sur la description qu'on en fait. Donc, est-ce que ça a été publié dans une bonne revue ? Est-ce que ça a été publié dans une revue qui a été citée beaucoup de fois. Et puis l'idée de la bonne revue, par exemple, votre papier peut être accepté dans une bonne revue, mais la recherche que vous avez faite, elle est nulle. Et bien ça, on s'en rend compte qu'après. Donc c'est tous des indicateurs qui mettent beaucoup de pression, qui ne sont pas directement liés à la qualité de votre recherche,
et qu'on essaye de s'en sortir, on essaye de changer les critères d'évaluation, mais ça reste quand même fortement en tête de tous les gens qui doivent juger. On entend encore beaucoup, j'ai des collègues qui disent « Ah oui, mais voilà, ce candidat, il a quand même 2 Nature et un Science. » Genre, il a publié 2 fois dans le journal Nature, 1 fois dans Science. Ce qui ne dit pas, il a fait de la très bonne recherche. Ce qu'on aimerait entendre, c'est cet article était vraiment intéressant, il a découvert quelque chose de nouveau, qui a des applications, qui ouvrent des portes, etc. La combinaison de ces deux choses, c'est-à-dire une grande compétition et une évaluation qui est basée sur des données numériques qui ne sont pas directement liées à la science et qui deviennent des buts en soi. C'est le nombre de papiers qui va faire que certaines personnes vont peut-être avoir une certaine recherche intéressante, ils vont la saucissonner en 3 ou 4 articles juste pour augmenter leur nombre de lignes sur le CV, qui est mauvaise, mais qui est compréhensible, sachant qu'ils seront jugés là-dessus. C'est la combinaison de ces deux choses qui va donner un climat pas forcément positif pour la qualité de la recherche. Les diffuseurs font dans une revue de qualité la partie de revue par les pairs, qui est fondamentale en science, c'est-à-dire que si vous publiez quelque chose, on s'attend à ce que vos pairs aient vérifié le contenu de l'étude. Maintenant, il faut vraiment briser le mythe assez rapidement, c'est-à-dire que la revue par les pairs, c'est indispensable, mais c'est quelque chose qui est juste un premier filtre. J'ai un collègue australien avec qui j'avais discuté qui me disait si on n'avait pas de revue par les pairs, on aurait peut-être entre 5 et 10% de tout ce qui est publié qui est correct, intéressant et compréhensible. Et avec la revue par les pairs, on monte entre 20 et 50%, mais c'est vraiment une relecture qui est faite sur la base de ce qui est imprimé. Ce n'est pas des gens qui vont refaire des expériences ou vérifier les choses. C'est énormément basé sur la confiance qu'il n'y a pas de fraude, la confiance que les études ont été bien conduites. Et c'est clairement pas une marque qui montre cette étude est correcte, malgré ce qu'on a dans l'inconscient collectif. Je m'appelle Frédéric Schütz, je suis statisticien à la faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne, où je suis responsable de la plateforme d'analyse biostatistique. Un chercheur va nous contacter en disant voilà, j'ai un plan, on a observé qu'il semblerait que quand on utilise ce traitement, par exemple, ça diminue les effets secondaires d'un médicament ou que les patients vivent plus longtemps avec ce traitement dans le cas d'un cancer ou n'importe quel effet positif que ça peut avoir. Donc les chercheurs, ils sont soumis à des conditions d'éthique. S'ils font de la recherche sur les humains, ils doivent faire une demande à la commission d'éthique de la recherche vaudoise en expliquant pourquoi on va le faire. Et la commission d'éthique va vérifier que leur expérience ait la qualité nécessaire. L'idée, c'est que si vous pouvez trouver vos résultats avec 50 patients, on ne va pas vous laisser travailler sur 500 patients juste parce que vous avez envie d'en avoir plus. On va essayer de limiter ça. Et c'est en général à ce moment-là que vous allez contacter un statisticien pour dire, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à calculer le nombre de patients nécessaires? Est-ce que vous pouvez me dire à quoi il faut faire attention dans l'étude? La recherche médicale, disons la biologie et la médecine, sont des domaines qui sont extrêmement compliqués, dans le sens où il y a toujours beaucoup de choses qui pourraient avoir un effet. Souvent, le sexe du patient a un effet sur l'efficacité du traitement. Dans beaucoup de domaines, ça change quelque chose. Mais il y a tout plein d'autres choses. Ça peut être des prédispositions génétiques, ça peut être quelque chose lié à la nutrition, ça peut être quelque chose lié à d'autres maladies que la personne a. Il faut voir qu'est-ce qu'on va prendre en compte ou pas et comment on va le prendre en compte. Vous avez des études qui deviennent extrêmement compliquées si vous devez en prendre en compte un peu tout. Donc c'est là que le statisticien va aider à dire, voilà, cette étude, elle est faisable, on pourra l'analyser. Cette étude, elle est un peu trop compliquée, peut-être qu'il faut simplifier ça, ou n'oubliez pas ces facteurs. Donc, à ce stade-là, le chercheur va écrire son projet, espérer qu'il soit accepté, et après, il va faire l'expérience. Des fois avec l'aide du statisticien, mais la plupart du temps, il va revenir 1 ou 2 ans plus tard, typiquement en disant, voilà, on a collecté des données, on est en train de collecter des données, est-ce qu'on peut discuter de comment on va les analyser? Et le statisticien a un rôle double ici, c'est de vraiment prendre ces données puis en extraire l'information, mais aussi amener une caution pour dire, oui, moi je suis indépendant, c'est pas moi qui fais l'étude, et je peux dire, oui, effectivement, ceci a été vérifié, ceci a été fait, et puis les résultats sont quelque chose auquel je crois. Dans un certain contexte, ça ne nous dit pas que l'étude est correcte ou pas, hein, parce qu'on n'est pas dans les labos, il n'y a personne qui a revérifié tout, mais le statisticien va, à partir de là, analyser les résultats, écrire une partie de l'article scientifique, approuver ce qui a été fait, comme tous les auteurs d'un article, et puis après, l'article sera publié. Un chercheur... sans un bon statisticien, est-il un bon chercheur?
Je vais peut-être déléguer ça à une citation de Ronald Fisher, qui est un statisticien du début du XXe siècle, milieu du XXe siècle, qui a inventé la moitié des statistiques modernes, qui disait le problème, c'est que si le chercheur vient voir le statisticien trop tard, sans lui avoir demandé son aide au début de l'étude, la seule chose que le statisticien pourra lui dire, c'est pourquoi son étude n'a pas marché. Il pourra faire l'autopsie de l'étude en disant, voilà ce que vous auriez dû faire. Donc, l'idée, c'est juste que c'est des métiers différents. Le chercheur connaît son domaine, il connaît les processus biologiques qu'il est en train d'étudier, alors qu'une des tâches du statisticien, c'est de connaître les principes généraux de comment on fait des expériences, de qu'est-ce qui n'a pas marché dans d'autres domaines, puis d'essayer d'appliquer ça ici. Donc, c'est utile, ça c'est sûr, mais il y a énormément de chercheurs qui ont des domaines où ils arrivent sans un bon statisticien parce qu'ils ont les bonnes connaissances à trouver de bons résultats. Donc, on n'est pas non plus indispensable, mais disons que c'est une bonne idée de penser à nous. Pensez à nous, pensez à nous, pensez à nous. Ça fait une quinzaine d'années qu'un certain nombre de chercheurs ont commencé à tirer la sonnette d'alarme pour dire « Attention, la qualité des études qu'on publie n'est pas aussi haute qu'on voudrait ». On le voit particulièrement quand quelqu'un voit une étude qui l'intéresse, dit « ça c'est vraiment intéressant, je vais voir si j'arrive à faire la même chose dans mon laboratoire » et puis à chercher des nouvelles choses. Et puis que malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à avoir les mêmes résultats que ce qui avait été publié. Donc on a parlé de crise de la reproducibilité, parce qu'évidemment qu'une étude qui est publiée avec la meilleure volonté des auteurs, mais que personne d'autre arrive à reproduire, c'est des résultats que personne d'autre arrive à obtenir, scientifiquement, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Alors d'où vient le problème ? Alors le problème, comme toujours, il a beaucoup d'explications. On va en évacuer une tout de suite, c'est très rarement des problèmes de fraude. Oui, évidemment que s'il y a une fraude, personne d'autre arrivera à avoir les mêmes résultats, mais c'est pas ça le souci de la science de nos jours. Tu triches. Il n'y a quasiment pas de tricheurs chez les chercheurs qui mènent des études biomédicales. C'est des gens qui sont dédiés, qui ont vraiment une volonté de faire les choses bien dans un domaine qui est compliqué. Il y a le même pourcentage de gens qui trichent que partout, que dans les banques, c'est des gens qui fraudent, dans d'autres domaines. C'est les mêmes humains qu'ailleurs, mais c'est clairement pas le problème principal qu'on a dans la science. Le premier souci de la science, c'est qu'elle est compliquée. C'est que justement, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Je vous donne juste un exemple. On a découvert dans certaines recherches sur les animaux, quand on fait des expériences sur la douleur chez les rats et les souris, que évidemment le sexe de l'animal peut avoir un effet sur ce qu'on fait, mais que le sexe de l'expérimentateur, le sexe de la personne qui s'occupe des animaux en labo, va avoir un effet. Il y a des traitements qui ne marchent que si c'est un homme qui appliquait le traitement, dans des cas de traitement antidouleur. Donc ça, c'est tout d'un coup un facteur. Si on y pense, on peut se dire, je vais avoir des hommes et des femmes pour l'expérience, si on peut organiser ça, mais si on ne le sait pas, le labo qui aura un homme qui est animalier aura des résultats, et le deuxième labo où c'est une femme qui est animalière n'aura pas de résultats. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours ces facteurs qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a toujours des choses plus compliquées. Donc ça, c'est un problème où on essaye de standardiser dans un laboratoire. On va dire, on utilise que des souris comme ça, ils sont dans un environnement très contrôlé. C'est quelque chose qui nous aide à avoir des résultats, parce qu'on va avoir des expériences qui sont très très bien conduites et qui sont correctes, mais qui... Dès qu'on change un ou deux paramètres, on a changé, il y a d'autres exemples. Par exemple, si vous changez la nourriture, tout d'un coup, vous avez des informations qui disparaissent. La souris ne se comporte plus de la même façon. Et vous n'avez pas l'impression d'avoir changé quelque chose. Donc, première chose, c'est simplement, la science est compliquée et il y a des facteurs qu'on ne connaît pas qui font que dans l'université A, cette expérience a marché, et qu'elle n'a pas marché dans l'université B. Il y a des chercheurs qui ont fait des études comme ça, où ils ont essayé de faire exactement la même expérience dans 3 universités, en contrôlant tout ce qu'ils pouvaient, donc la nourriture pour les animaux, les cages, la litière, la température, tout ce que vous voulez, et vous avez des résultats systématiquement différents, quoi qu'on fasse. Donc, pas de fraude, mais de la science compliquée. Ça, c'est un facteur de la non-reproducibilité. Après, il y a un autre facteur sur lequel on a un peu plus d'emprise, c'est de s'assurer que la recherche soit de la meilleure qualité possible. Et là, on a quelque chose qui est à la fois un avantage et un gros problème, c'est que la recherche est faite par des humains. Alors pourquoi c'est positif ? Pourquoi la recherche ne sera jamais faite par des robots ? Parce que pour faire de la recherche, il faut de la créativité. Il faut des gens qui ont des idées. Il faut des gens qui voient des tendances en disant « là, j'ai regardé, il me semble qu'il y a ça, est-ce qu'on pourrait essayer ?» Des gens qui ont des idées que peut-être leurs collègues trouvent un peu folles, qui 9 fois sur 10 ne vont pas marcher, puis 1 fois sur 10, on va faire une découverte qu'on n'avait pas imaginée. Donc ça, c'est fantastique. C'est le cœur de la science. C'est ça qui nous fait avancer. Mais en tant qu'humain, quand il s'agit de tester ces hypothèses, de dire « là, j'ai une idée géniale »,
justement, il s'agit de le faire de façon objective. Il s'agit de le faire pas en voulant absolument avoir raison. Et c'est là qu'en tant qu'humain, typiquement, on est soumis à beaucoup de biais. On a envie que, quand on a une opinion, qu'elle soit validée, qu'elle soit correcte. On a tout plein de choses qui vont être subjectives quand on va faire une expérience, sans qu'il y ait du tout une volonté de pousser l'expérience dans une direction ou une autre. J'ai fait un test avec des étudiants où je leur ai donné 2 images avec des noyaux de cellules à compter. 1, 2, 3... Donc il y a des petits points sur l'image, certains sont l'un sur l'autre, puis il faut compter les noyaux. 11, Et puis je leur ai dit, sur la première image, c'est un patient sain, et donc il n'y a pas beaucoup de cellules, il n'y a pas de cancer, donc le nombre de petits points doit être assez faible. Et puis la deuxième image que je leur ai donnée à un autre moment, je leur ai dit, c'est une photo de cellules d'un patient cancéreux, et donc on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'images. Donc j'ai mis des attentes chez eux. Et ici, ce qu'on a fait, c'est compter. Et les étudiants qui n'ont aucune pression, c'était fait anonymement, ils n'avaient pas une meilleure note, ils n'avaient pas un bonus, ils n'avaient pas leur carrière n'en dépendait pas. 3/4 des étudiants ont donné un chiffre qui était plus élevé pour l'image qui était indiquée comme cancer que l'autre. Donc les attentes impliquent une différence dans nos comportements. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est quelque chose qui est toujours intéressant de voir, qui est toujours surprenant. Surtout que là, c'était un nombre d'étudiants assez large, donc 3/4, c'était vraiment quelque chose de significatif. Et donc, le but des chercheurs, quand on fait une bonne expérience, le but du statisticien, ça va être de faire une expérience dans laquelle on va en fait se protéger de nous-mêmes. C'est-à-dire d'avouer, c'est une sorte d'admission d'humilité, de dire, voilà, je sais que je pourrais être tenté d'aller dans une certaine direction. Malgré moi. Malgré moi, c'est pas du tout un but. C'est juste comme ça qu'on fonctionne. Et donc, je vais me protéger. Alors, on a un certain nombre de méthodes qu'on utilise. On peut citer l'utilisation de méthodes à l'aveugle qui font, typiquement, si on vous prenez un essai clinique pour un vaccin, comme on en a vu beaucoup ces dernières années, le patient qui reçoit une injection ne sait pas s'il aura un vaccin ou un placebo. Donc, le placebo qui permet de faire comme s'il y avait un vaccin. Et on ira aussi plus loin en faisant un double aveugle où la personne qui fait l'injection ne sait pas. C'est-à-dire que ces gens ne peuvent pas, en particulier la personne qui injecte, ne peut pas dire « Ah, ce patient, oui, il n'est plus malade parce que j'ai envie qu'il ne soit plus malade. » C'est genre, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, donc je vais pouvoir juste noter objectivement ce que j'observe comme effet secondaire, etc. Et je ne sais pas si c'est dû au vaccin ou pas. Ça, c'est une série de méthodes pour se protéger contre nous-mêmes. C'est pas tellement différent, toute proportion gardée bien sûr, du joueur invétéré qui demande son inscription sur la liste d'interdiction du casino. C'est l'idée de se dire, là j'ai les idées claires, mais je sais que le jour venu, je ne pourrai pas résister. C'est pas que je veux jouer, c'est que je pourrai pas. Et puis le jour où vous êtes devant le casino, même si vous dites j'ai changé d'avis, on vous interdira l'entrée. Il y a un nom pour ce genre de contrat avec soi-même qui s'appelle le pacte d'Ulysse, qui est utilisé quelquefois en droit. Ça vient de l'histoire d'Ulysse dans l'Odyssée, qui voulait entendre le chant des sirènes, mais qui savait que celui qui entend le chant des sirènes ne peut plus repartir. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister, il est obligé de les suivre jusqu'à sa mort. Et il a demandé à ses marins de l'attacher à un mât et de mettre de la cire dans leurs oreilles et de continuer à ramer pour sortir de la zone, même si lui leur criait qu'il avait changé d'avis, il voulait absolument que les marins le détachent. Donc l'idée, c'est de dire, je sais que je serai dans une position de faiblesse le moment venu, et donc je prends mes précautions maintenant. C'est un contrat contre vous-même. Et en fait, une grande partie de ce qu'on fait en science, c'est ça. C'est de dire, je sais qu'on peut, sans aucune intention de fraude, amener des biais, on a envie que certaines choses soient vraies, on va peut-être pas faire attention à certaines choses qu'on n'a pas prévues, et donc on va essayer de mettre des règles pour éviter ça le plus possible. Ça part d'une reconnaissance envers soi-même, d'avouer ses limites, mais dans le cas des essais cliniques, c'est devenu quelque chose d'institutionnalisé. Ce qu'on met en général au sommet de la pyramide des méthodes qu'on a pour savoir ce qui est vrai ou faux, donc les meilleures méthodes, avec des guillemets, parce que rien n'est parfait, mais ce qu'en général on préfère avoir comme résultat scientifique en médecine, c'est ce qu'on appelle les essais randomisés avec contrôle en double aveugle. Et vous ne pouvez pas faire un essai clinique, passer une commission d'éthique, si vous n'avez pas tous ces mots-clés en disant « oui, nous allons le faire en double aveugle, oui, il y aura des contrôles, oui, ce sera randomisé », c'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas qui seront les contrôles, qui va recevoir le vaccin, qui va recevoir le placebo. Ça va être fait aléatoirement pour pas que, justement, ce soit que les gens en meilleure santé qui reçoivent le vaccin et ceux en moins bonne santé qui reçoivent le placebo. Puis, miracle, ceux qui ont reçu le vaccin vont mieux parce que c'est ceux qui étaient le moins malades. Donc, c'est quelque chose qui sera obligatoire. En recherche clinique, il n'y a pas le choix.
Je m'appelle Frédéric Schütz, je suis statisticien. Je suis responsable de la plateforme de biostatistique de la faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne. Tu triches. Un autre facteur qui est assez important, c'est le biais de publication, c'est de savoir est-ce que si vous n'avez pas obtenu les résultats que vous vouliez, vous allez quand même les publier pour la communauté scientifique. Et comment ? Et comment ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être visibles par les autres chercheurs ? Et évidemment, le problème ici, il est très clair, c'est que si vous avez 10 chercheurs qui travaillent sur le même sujet et 9 qui trouvent un certain résultat en disant « il n'y a rien d'intéressant » et un dixième qui trouve quelque chose qui est intéressant, si vous le regardez comme ça, vous direz « bon, ça n'a pas l'air super intéressant ». 90% des études montrent que ce n'est pas utile. Mais si les 9 chercheurs disent « il n'y a rien d'intéressant, donc je vais passer à autre chose, je ne vais pas prendre la peine d'en parler à la communauté scientifique », la seule chose que vous verrez, c'est le chercheur qui vient en disant « hey, écoutez, moi j'ai un truc super ». Puis évidemment, il n'y a pas d'autre voie. Alors, c'est là qu'il y a des différences entre pays. Par exemple, autour des années 2000, les États-Unis ont commencé à exiger que pour les études cliniques, vous les annonciez à l'avance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une étude clinique sans avoir dit « on va faire cette étude clinique-là ». Si par hasard vous en faisiez une sans l'avoir annoncée, elle n'a aucune valeur. Et c'est illégal. Et donc, l'idée, c'est que tout le monde peut revenir en disant « mais dites, là, vous aviez fait vos 2 études cliniques sur votre nouveau médicament génial, on n'a jamais entendu les résultats ». Et donc, là, vous aurez un petit silence gêné qui dit « oui, alors effectivement, ça ne s'est pas passé comme on voulait, mais vous ne pouvez pas cacher la poussière sous le tapis ». On l'a vu dans des industries pharmaceutiques sur certains des scandales de médicaments qui soit ne marchaient pas, soit étaient délétères pour leurs patients. Je pense au Vioxx, par exemple, qui avait eu des études, 3 études, 2 qui avaient montré un problème, la 3e qui avait rien montré, et la seule qui était sortie, c'était l'étude qui n'avait pas montré de problème. La recherche médicale est très encadrée, quasiment pas de tricheurs dans le domaine, et on a bien compris que le statisticien a son importance dans les recherches qui sont menées. Bien. De manière plus générale, il faut bien admettre que les statistiques et leur méthodologie ne sont pas faciles d'accès pour le grand public, au point que les spécialistes parlent d'innumérisme. L'innumérisme, c'est un mot qui fait écho à l'analphabétisme, mais au lieu de dire de quelqu'un qu'il a des problèmes à faire de la lecture de mots, c'est de parler de problèmes de faire de la lecture de chiffres. Alors, c'est un fait que quand on se documente, par exemple, en vue d'une votation ou sur un sujet, il y a souvent des informations chiffrées. C'est l'origine des statistiques, c'est un outil pour décrire le monde. C'est-à-dire que vous pouvez décrire l'état du marché du travail en Suisse en faisant la liste des gens qui ont un travail, la liste des gens qui n'ont pas de travail. Mais ça ne va pas être très utile, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est des résumés statistiques. Le domaine des statistiques vient de là au départ. Et les statistiques, c'est un de nos outils principaux pour décrire le monde. Ce n'est pas le seul, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décrire le monde qu'avec des statistiques, mais c'est capital. Seulement, ces statistiques, elles ont un souci, c'est que tout aussi importantes qu'elles soient, pour la plupart des gens, et c'est une sorte d'euphémisme pour dire tout le monde, même les statisticiens, si on vous envoie une série de nombres dans la figure, ils ont tendance à rentrer par une oreille et sortir par l'autre. C'est-à-dire que notre cerveau, on comprend bien les mots, puis les chiffres, on ne s'attarde pas dessus. Ça nous endort un petit peu. Et c'est de là que vient cette citation, on dit des fois, oui, les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi, que je déteste, parce que si on parle de politique dans certains pays, on parle beaucoup de mensonges. C'est très à la mode. You are fake news. Jamais personne, quand on entend un mensonge de quelqu'un, dit « Ah, mais les mots, on peut leur faire dire ce qu'on veut ». Mais le problème avec les statistiques, c'est que là où on a passé vraiment des années à apprendre à écrire, l'orthographe et tout, on n'a pas une culture du chiffre, une culture du nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Alors qu'est-ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille ? Quelles sont vos recommandations, Frédéric Schütz, pour ne pas tomber dans le panneau lorsqu'on regarde un graphique, un camembert composé de pourcentages, lorsqu'on regarde des chiffres ? La première, alors celle-là, elle marche à tous les coups. Si la statistique, vous voyez, est accompagnée d'un commentaire qui dit « On vous ment, voilà les vrais chiffres », vous pouvez être sûr que ce que vous lisez, c'est du flan. Chaque fois que j'ai vu un exemple comme ça, on décortique un peu et puis on est là en disant « Ouais, non, ça marche pas ». Le corollaire de ça, c'est qu'en général, méfiez-vous de tout ce qui est utilisé comme argument par quelqu'un qui milite. Donc, appartenant à un parti politique, quel qu'il soit, a priori, si ce que vous faites, c'est vouloir pousser un point de vue,
vous allez choisir des statistiques qui vont dans votre direction. Vous n'allez pas forcément les arranger. J'ai vu des parties arranger des statistiques, mais disons que vous allez peut-être ignorer celles qui ne vont pas dans votre sens et puis prendre celles qui vont que dans votre sens. C'est humain. À l'inverse, si l'information vient de l'Office fédéral de la statistique, qui fait un boulot absolument incroyable, qui est composé de gens super compétents, là, vous pourrez avoir un petit peu plus confiance. Si une statistique vous étonne, si vous êtes là en disant « Ah, j'aurais jamais imaginé ça », ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, mais c'est un signe quand même qu'il faut jeter un coup d'œil. Parce qu'on aime bien dire en science, quand on veut prouver quelque chose, que si vous prétendez quelque chose d'extraordinaire, vous devez avoir des arguments extraordinaires pour le prouver. C'est pas... Regardez, j'ai un chiffre qui montre, et c'est quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que vous croyez jusqu'à présent. Donc, si c'est étonnant, ça vaut la peine de creuser. C'est absolument fondamental que vous ayez une source pour chaque information. C'est-à-dire, je reviens à un parti politique qui dit « Nous avons estimé que si on fait ça, ça coûtera tant d'argent ». Ça ne peut pas sortir de leur chapeau. Il faut qu'il y ait quelqu'un de sérieux et pas un think tank ou une organisation militante qui ait décidé de ce chiffre. On a besoin d'une méthodologie. Au moins, vous n'allez peut-être pas la vérifier vous-même, mais vous aimeriez savoir d'où ça vient. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir tous les filtres par lesquels cette information est passée. Je vous donnerai juste un exemple. Dans le passé, les deux grands distributeurs alimentaires de Suisse, Migros et Coop, dans leurs journaux hebdomadaires, avaient quasiment chaque mois une page qui disait « Un institut indépendant nous montre que nous sommes moins chers que la concurrence ». Sauf que chacun d'eux était moins cher que l'autre. Et pourtant, c'était un institut indépendant. Mais qu'est-ce qui se passait? C'était que, quel que soit le résultat de l'institut indépendant, les grands distributeurs avaient le pouvoir de filtrer l'information. C'est-à-dire que si leur enquêteur indépendant disait « En fait, vous êtes plus cher que les concurrents », ils n'allaient jamais publier l'information. Donc, les statistiques, elles sont aussi intéressantes pour ce que vous voyez que pour ce que peut-être vous ne voyez pas. Quand on est statisticien, joue-t-on au jeu de chance? Quand on est statisticien, des fois on a tendance à dire les jeux de loterie, c'est une taxe sur les gens qui sont nuls en maths. Si vous êtes statisticien, vous savez que le casino gagne toujours. Mais après, ça ne veut pas dire que vous détestez le jeu. Et certains y vont pour le plaisir. Et puis, dans le cas des jeux de loterie type Euro-Million, j'avoue que je ne joue pas, mais j'aime bien l'idée de gens qui se disent on met chacun une petite somme d'argent, ça ne nous coûte pas grand-chose, puis l'un d'entre nous verra sa vie changer. On sait qu'on a peu de chances que ce soit nous, mais l'un d'entre nous verra sa vie changer. C'est une sorte de cagnotte. Alors ça, c'est encore assez intéressant. Tant que c'est des gens, et c'est là le gros problème de l'histoire, tant que c'est des gens qui ont les moyens de jouer qui jouent. C'est vrai que si ça devient une addiction, c'est un problème. Mais sinon, il ne faut jamais oublier, vous serez toujours perdant en moyenne. Tu triches. Un podcast de l'UNIL. UNIL, le savoir vivant.